Madame, monsieur, soyez bienvenus dans notre nouvelle balade aujourd'hui qui nous amène chez un ami, proche, un professeur que j'apprends toujours. J'ai appris beaucoup de choses de lui, le sociologue, l'essayiste et le militant Saïd Bouhamema. Saïd Bouhamema, soyez bienvenus avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence. Comment il voit Saïd Bouhamema l'actualité actuelle, surtout la guerre ukrainienne? Quelles sont les vraies raisons? Parce que est-ce que c'est vrai, ce sont les tensions classiques, nostalgiques entre les Ukrainiens et la Russie? Est-ce que c'est le mauvais tempérament de Poutine, la non-acceptation de Zelensky? Quelles sont les vraies raisons? Les explications que vous entendez dans la plupart des grands médias sont des explications simplistes. On essaye de nous expliquer la guerre en Ukraine comme étant simplement liée à l'agressivité russe, liée à l'ogre russe, comme ils disent dans les médias, ou dans une opposition qui serait ancienne entre les Ukrainiens et les Russes. En réalité, ces explications masquent l'essentiel. Elles masquent l'essentiel qui sont autour de deux grands axes. Le premier, c'est l'évolution des rapports au niveau international. Le monde, depuis les années 90, était organisé, après la chute de l'URSS, autour d'une conception unipolaire dans laquelle les États-Unis dictaient leurs lois un peu partout. Ça a provoqué un certain nombre de guerres. Et depuis maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années, on voit se développer d'autres pôles de puissance, que ce soit du côté de la Russie, du côté de la Chine, du côté des puissances émergentes. Et par conséquent, le monde unipolaire des États-Unis commence à être mis en cause et il y a un monde multipolaire, ce que les États-Unis n'apprécient pas, bien entendu. Et donc, ils vont être dans un rapport de provocation. Et en Ukraine, il y a eu de multiples provocations vis-à-vis de la Russie, ce qui a fini par déclencher cette guerre. Bien entendu, cela n'autorise pas les Russes à intervenir en Ukraine, mais considérer que l'entrée en Ukraine est le début de la guerre, c'est oublier tout ce qui s'est passé depuis 2014, dans lequel il y avait des provocations et des affrontements dans la région. Le second axe, qui explique cette guerre, c'est l'axe économique. Les États-Unis, depuis plusieurs décennies, développent la production de leur pétrole et gaz de schiste. Et cette guerre est l'occasion pour remplacer le fournisseur russe et ainsi emmagasiner d'énormes profits. L'Union européenne, qui n'a rien à gagner à cette guerre, s'était complètement embringuée, entraînée dans cette guerre, avec comme conséquence que pour compenser le gaz russe, eh bien, elle commence à regarder vers le gaz de schiste états-unien et vers le pétrole de schiste états-unien. Autrement dit, en Ukraine, comme malheureusement dans plein d'autres endroits dans le monde, comprendre les guerres, c'est regarder les intérêts économiques en jeu, et c'est secondo, regarder aussi la place d'un certain nombre de puissances. Voilà pourquoi cette guerre en Ukraine ne peut pas être réduite à une opposition entre la Russie et l'Ukraine. Merci beaucoup. Et actuellement, ce problème de la gestion géographique des sites gaziers entre le Liban et Israël, et là, ça entre dans la même lignée. En fait, les États-Unis ont tenté d'instrumentaliser cette guerre pour se retrouver vendeurs du pétrole et du gaz de schiste qu'ils produisent. Mais bien entendu, pour que ça passe au niveau de l'Europe, il fallait que la production qui vient se substituer au gaz et au pétrole russe soit suffisante. Comme ils ne pouvaient pas offrir une production suffisante, ils ont donc promis de trouver des sources secondaires. Alors je voudrais en citer au moins deux. La première, eh bien, ça a été au Sénégal, la déclaration du président Macky Sall qui a déclaré publiquement que le gaz et le pétrole sénégalais étaient disponibles pour venir se substituer au gaz russe. Oui. Et la seconde, c'est le passage à l'acte illégal de l'État israélien qui a décidé d'exploiter la nappe de pétrole qui est au large des mers des côtes libanaises. Cette nappe est l'objet d'un conflit international devant les juridictions internationales, puisque le Liban et Israël la revendiquent.
Israël a décidé de passer outre le droit international, de commencer l'exploitation et a annoncé publiquement qu'elle livrerait son premier gaz et pétrole à l'Europe à partir du mois de septembre. Donc c'est une production immédiate. Merci beaucoup. Notre balade nous amène vers notre sujet. La montée de l'islamophobie, la montée de la discrimination vers les musulmans en Europe. La femme musulmane, soit voilée ou non voilée, elle est chassée aujourd'hui en Europe, du lieu public, de l'école, du milieu professionnel, etc. En plus de ça, les États européens ils sont en train de appliquer une stratégie d'adaptation diabolique, de marginalisation de l'islam diabolique, à travers d'abord la limitation de l'action de la société civile dans des lieux de culte. Les associations musulmanes, etc., on les traite avec beaucoup de méfiance, marginalisation, exclusion, discrimination. Je constate ça surtout chez nous en Suisse. En plus de ça, nous sommes en train d'inonder la scène académique par des institutions soi-disant des centres d'études de l'islam, surtout des centres d'études sociologiques de l'islam, dont le but principal, c'est marginaliser l'islam, etc. Comment il explique Saïd Bouamem à ça, surtout qu'il y a aussi une tentative d'instrumentalisation de la faiblesse de la représentativité des musulmans au niveau politique, sociétal, la diversité ethnique, la diversité idéologique entre chiites et sunnites, aussi la volonté de l'islam politique de regagner, surtout la volonté discrète et non déclarée des frères musulmans qui ont la capacité de s'adapter avec la situation, de changer le discours, de concrétiser des intérêts personnels et non pas des intérêts communautaires ou des intérêts pour les institutions musulmanes. Alors, disons que pour comprendre la situation et les difficultés que vivent les musulmans d'Europe, il faut remonter à la théorisation dans les années 80 de la théorie du choc de civilisation. Les États-Unis, à cette période-là, avaient besoin de justifier leur intervention extérieure dans les pays arabes, qui étaient des interventions de déstabilisation et de guerre. Et pour cela, donc, a été produite cette théorisation du choc des civilisations. Elle pose l'idée que les civilisations seraient contradictoires et que par conséquent, il y a une lutte inévitable entre les différentes civilisations. Et dans les civilisations proposées par Samuel Huntington, qui est l'inventeur de cette théorie, il y a comme un des ennemis principaux de la civilisation occidentale est posé la civilisation arabo-islamique. Entre guillemets, il pose également la civilisation orthodoxe, donc la guerre avec la Russie aujourd'hui vient parler de cela aussi, comme étant un autre ennemi. Depuis ce moment-là, on a vu fleurir ici en Europe toute une série de théories présentant l'islam comme incompatible avec un certain nombre de grands principes liés à l'histoire démocratique. Donc on nous a dit que l'islam était incompatible avec la laïcité, que l'islam était incompatible avec l'émancipation féminine, que l'islam était incompatible avec la laïcité, etc., etc. Bref, on a eu d'abord une opération idéologique de stigmatisation de l'islam comme religion. En oubliant tout simplement que l'islam est bien entendu, et l'islam et les musulmans sont aussi divers que toutes les autres religions. Il n'y a aucune religion qui est un bloc homogène. On y trouve partout, comme dans toutes les autres religions, des contradictions et des perceptions, des conceptions différentes de la foi et de l'islam. Et depuis ce moment-là, dans certains États, en particulier dans les États dans lesquels les pouvoirs politiques se sont retrouvés en difficulté sociale, parce que leur population était en contestation, en difficulté de légitimité, on a eu cette tentation de prendre les musulmans comme bouc émissaire en les présentant comme dangereux et comme ennemis de l'intérieur. En France, cela a été particulièrement loin, puisqu'on a eu à la fois des interdictions d'associations de lutte contre l'islamophobie, donc des associations qui auparavant étaient perçues comme contribuant aux droits humains ont été présentées comme danger. On a eu des lois qui ont été votées qui restreignent le droit de se vêtir comme l'on veut, comme la loi sur le foulard à l'école en 2004.
On a eu également une campagne présidentielle dans laquelle au moins 2 candidats présentaient un amalgame entre islam et islamisme. Bref, on a eu des situations qui sont venues rendre difficile la simple vie quotidienne dans certains pays européens. Cette stigmatisation, elle a des effets. Elle a des effets parce que les sociétés européennes sont travaillées par la précarité, sont travaillées par le chômage, et les parties les plus fragiles dans ces sociétés, eh bien, vont, à partir de ces discours idéologiques, vont passer à l'acte, et donc on constate une augmentation des agressions, cette fois-ci islamophobes, des insultes islamophobes qui viennent de cette partie la plus fragile de la société qui, entendant la stigmatisation, eh bien, se considère comme devant agir contre les musulmans. A l'inverse, ceux qui sont victimes de ces campagnes de stigmatisation, donc les musulmans ou supposés-elles, eh bien, face à cette stigmatisation et cette islamophobie montante, peuvent être eux aussi instrumentalisés par certains qui vont venir s'appuyer sur leur souffrance d'être traités comme des moins que rien pour les instrumentaliser à des fins politiques en parlant d'islam et de défense de l'islam. Bref, on est aujourd'hui entre 2 instrumentalisations, une instrumentalisation islamophobe et une instrumentalisation de radicalisation qui prend l'islam comme discours politique. Et c'est toute la difficulté que de refuser ces 2 instrumentalisations. Les musulmans doivent être perçus comme tous les autres citoyens, c'est-à-dire comme des citoyens ayant accès à leurs droits individuels, et nous devons refuser toute restriction de ces droits et surtout arrêter de faire de l'islam un stigmate, de faire de l'islam un ennemi de la terre. Enfin, qu'est-ce qu'il pense Saïd Bouamem, le sociologue, le civiliste, le politicien, le militant humanitaire, je m'excuse, je vous qualifie toujours comme un militant de dimension humanitaire, de l'action de cri voix des victimes suisses avec les associations musulmanes, surtout au niveau de la lutte et prévention contre la radicalisation? Je crois que ce travail il est essentiel. Tout travail aujourd'hui dans ce monde déstabilisé, dans ce monde plein de contradictions, dans les pays européens qui sont travaillés par cette instrumentalisation islamophobe et cette instrumentalisation de radicalisation, dans tous ces pays, développer des espaces de réflexion, développer des espaces de débat contradictoire, amener les premiers concernés à réfléchir eux-mêmes sur leur situation, ce sont des éléments incontournables si nous voulons sortir du contexte d'aujourd'hui. L'organisation de débats, d'espaces que fait Cri Voix des victimes est un élément essentiel de la réponse dont nous avons besoin aujourd'hui. Merci beaucoup Saïd Bouamem, ça a été un honneur aujourd'hui de faire cette balade avec vous. À la prochaine rencontre à Genève, ce sera sur le sujet, le 15 septembre, sur le sujet radicalisation et militantisme. Mille merci, à la prochaine. Au revoir.